Bonjour et bienvenue à Culturama, votre émission culturelle de Gatineau. En ces temps difficiles, mon équipe et moi espérons que vous vous portez bien. Nous savons qu'il n'est pas facile ces jours-ci de garder la bonne humeur. Quoi de mieux pour éclairer votre journée qu'une émission spéciale sur le monde fascinant de la danse? Plus précisément sur le monde de la danse classique. Aujourd'hui, nous parlerons d'un chorégraphe du 19e siècle, de l'évolution du costume des danseurs de ballet, d'un spectacle de danse digne du mot divertissement et d'un film qui vous transportera dans un univers magique. C'est parti! Commençons par vous présenter un chorégraphe marquant du 19e siècle dont les créations sont encore présentées dans de nombreuses salles de spectacle. Le nom de Marius Petipa ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous parle de La Belle au bois dormant, de Casse-Noisette, du Lac des Cygnes, cela vous semble plus familier. Ces grands ballets très connus sont issus du talent artistique de ce chorégraphe. Explorons ensemble son parcours dans ce classique de la semaine. Marius Petipa est né à Marseille, en France, en 1818. Dès son plus jeune âge, son grand frère Lucien et lui-même ont la chance de suivre des cours de danse semi-privés avec un maître du ballet classique. Il s'agit de Jean-Antoine Petipa. Et non, le nom de famille commun n'est pas une coïncidence. Il s'agit bel et bien de leur père. Les Petipa sont une famille d'artistes. Même leur mère, Victorine Morel-Grasso, gagne sa vie en étant actrice. Je disais donc que Jean-Antoine Petipa transmet tout son savoir en matière de danse à ses enfants. Le talent de Marius, de même que la popularité de son père, lui permettent de décrocher son premier rôle de danseur alors qu'il n'avait que 5 ans, dans le ballet de Pierre Gardel nommé Psyché et l'amour. Toutefois, vers ses 7 ans, Marius commence à ressentir un désintérêt pour la danse et pour tout ce qui a trait à l'art. Vous pouvez vous imaginer que cette famille d'artistes ne pouvait accepter ce manque d'intérêt pour le monde artistique. En effet, sa mère lui rappela qu'il est dans l'obligation de devenir ce que son père veut qu'il devienne, c'est-à-dire un grand danseur. Heureusement pour lui, petit à petit, Marius développa un réel amour pour la danse. Quelques années plus tard, en 1839, Marius Petipa obtient son premier contrat en tant que premier danseur au ballet de Nantes pour une durée de 3 saisons. Cette nouvelle expérience lui permet de développer son sens pour la chorégraphie. Effectivement, il a présenté pour la première fois dans sa carrière un court spectacle de ballet appelé The Scatterbrain ou The Love Affair en 1840. En 1847, Marius Petipa obtient un nouveau contrat, cette fois-ci d'une durée d'1 an en tant que premier danseur au Théâtre impérial de Saint-Pétersbourg, une grande ville de la Russie. Ce contrat lui a permis de travailler avec des chorégraphes déjà connus, comme Jules Perrault, sur d'autres spectacles de ballet. Toutefois, ce furent ses chorégraphies pour le spectacle intitulé Fille du Pharaon qui lui permettent de s'approprier le titre de chorégraphe en chef du Théâtre impérial de Saint-Pétersbourg. À la suite de ce succès, il enchaînera des titres, soit premier maître de ballet et directeur de l'école impériale de danse. Malgré sa popularité montante en Russie, le talent de ce chorégraphe ne se fait toujours pas reconnaître en France. D'ailleurs, nous n'aurions peut-être jamais eu la chance d'assister aujourd'hui à ces grands chefs-d'œuvre comme La Belle au bois dormant si ce n'avait été de la publicité faite par un autre danseur connu nommé Rudolf Nureyev. Ce danseur, né en France, a démontré son mécontentement vis-à-vis le rejet de son pays aux œuvres de Petipa lors d'une entrevue pour le journal François vers la fin des années 60. Nureyev reproduit 6 grands ballets issus du génie de Petipa, dont Casse-Noisette, pour l'Opéra de Paris. Il apporta aussi quelques modifications, par exemple les personnages masculins sont plus travaillés et il réduit la proportion de pantomimes. Les pantomimes sont des moments où les danseurs ne dansent pas, mais continuent d'incarner leur rôle sur scène. Ce fut un succès. Encore aujourd'hui en France, les spectacles de Petipa modifiés par Nureyev sont présentés à l'Opéra national de Paris. Pour en savoir davantage sur son schéma artistique derrière ses œuvres, regardons ensemble comment Petipa est arrivé à construire La Belle au bois dormant et Casse-Noisette. L'histoire de La Belle au bois dormant est assez similaire à la version de 1959 de Walt Disney. Pour ce ballet, Marius Petipa fait équipe avec Tchaïkovski, un compositeur très connu. Ce duo s'aide mutuellement dans la création de ce ballet.
Tchaïkovski demandait souvent l'avis de Petipa sur ses compositions pour ce spectacle. Petipa a même enlevé certaines parties de la version originale, les jugeant trop longues. En 1890, il présenta la première de ce spectacle. Ce fut un succès. Dès la fin de l'acte 1, le public réclama Petipa sur scène pour qu'il puisse faire une révérence. Sachant que ce spectacle contenait 3 actes, ainsi qu'un prologue, cela a dû énormément plaire aux spectateurs. Les historiens s'entendent pour dire que La Belle au bois dormant fut l'un des meilleurs ballets de la Russie au XIXe siècle. On y trouve les meilleurs éléments chorégraphiques de Petipa. À la suite de ce chef-d'œuvre, Petipa et Tchaïkovski referont équipe pour monter un nouveau ballet basé sur le roman pour enfants nommé The Nutcracker and the Mouse King, écrit par l'auteur I.T.A. Hoffman. Peu de temps avant la première, ils remarquèrent une faille dans le scénario. En effet, le scénario était très différent du récit d'origine écrit par Hoffman. De plus, le ton sombre qui figurait dans le roman original était absent. Contrairement à La Belle au bois dormant, Casse-Noisette fut très mal reçu par les spectateurs et les critiques. Après la première, le 18 décembre 1892, certains qualifiaient ce spectacle de ballet de ne pas en être un. Le public n'appréciait pas, entre autres, la transition entre le monde réel et fictif effectuée entre l'acte 1 et 2. Il trouvait que ce n'était pas fluide. Il détestait également l'absence d'une morale. Cette représentation fut tellement un désastre qu'il fut éventuellement retiré de la liste des spectacles des théâtres pendant 5 ans. Vous pensez sans doute qu'elle n'est pas demeurée dans les oubliettes éternellement. Vous avez raison. Au cours du XXe siècle, Alexander Gorsky, un chorégraphe, apporta des changements au spectacle de Casse-Noisette travaillé par Petipa. Entre autres, les personnages de Clara et du Casse-Noisette sont interprétés par des adultes au lieu d'enfants. Ils sont amoureux l'un de l'autre et, à la fin, le spectateur réalise que toute cette aventure entre les deux héros n'était qu'un rêve provenant de l'imagination de Clara. Cette nouvelle version est bien accueillie par le public et permet à ce spectacle de revoir le jour. Aujourd'hui, ce ballet est l'un des plus connus mondialement. De nos jours, si les pièces de danse classiques que vous voyez notamment au Centre national des arts contiennent 3 ou 4 actes ou des scènes de pantomime, c'est entre autres dû à l'excellent travail et talent artistique de Petipa. Il est intéressant de constater que ce qui a marqué un public il y a quelques siècles continue de marquer les gens actuellement. Voilà pourquoi il figure dans ce classique de la semaine spécial danse. Maintenant que vous savez à qui l'on doit des grands ballets comme le Casse-Noisette et La Belle au bois dormant, vous êtes maintenant prêt à explorer toute l'évolution derrière les costumes des danseurs de ballet. Nous ne sommes peut-être pas tous de grands danseurs, mais personne ne peut nier qu'il ne s'est jamais trémoussé au son de la musique. Que ce soit à pieds nus, avec des bas, une casquette ou une magnifique veste. Bref, à chacun son style. Les danseurs de ballet professionnels ont aussi un style particulier lorsqu'ils dansent. Au cours des siècles, leur tenue a été en constante évolution. Voyons ensemble comment, dans cette capsule, Ziara aujourd'hui. Premièrement, il est bon à savoir que la danse a toujours fait partie intégrante de la vie de l'homme. Depuis la préhistoire, la danse habite l'humain, ce qui l'amènera à la création de différents styles de danse, dont le ballet, qui a évidemment bien évolué, tout comme l'habit des danseurs. Ce style voit officiellement le jour le 15 octobre 1581. En effet, à cette époque, les spectacles de ballet étaient montés au profit de la noblesse. Ils servaient de divertissement. À cette date précise, on mariait le duc de Joyeuse à Marguerite de Vaudemont, la sœur de la femme du roi Henri III. Durant le règne d'Henri III, les costumes des ballerines sont de très lourdes et longues robes, alors que ceux des hommes pouvaient ressembler aux habits d'un seigneur de la cour du roi. On retrouve du véritable or ainsi que plusieurs pierres précieuses, autant sur les habits des hommes que sur celui des femmes, ce qui contribue à la lourdeur des déguisements. De plus,
L'orchestre qui accompagne le ballet est aussi costumé avec des tissus décorés de pierres précieuses. Cela est assez curieux, étant donné qu'au XXIe siècle, les membres de l'orchestre qui accompagnent un spectacle de ballet sont généralement habillés de façon très neutre, c'est-à-dire en noir. Bref, à cette époque, les représentations de ballet ont pour but premier de démontrer la richesse aux spectateurs. Cela s'explique entre autres par le fait que les danseurs durant le règne d'Henri III sont issus de la cour, donc très riches. Et ils utilisent la scène afin de démontrer leur richesse et leur prestige. On peut comprendre que la richesse est donc une valeur importante pour eux. Voilà pourquoi elle est ainsi mise de l'avant dans ces spectacles. Sous le règne d'Henri IV et de Louis XIII, les costumes des interprètes de danse classique ne respectent plus nécessairement l'authenticité comme sous le règne d'Henri III. En effet, les ballets suivront la nouvelle tendance que les pièces de théâtre ont débuté, soit d'accorder moins d'importance à l'être et davantage au paraître. Ce qui veut dire qu'ils démontrent encore la richesse et font preuve d'originalité. Toutefois, on accordera moins d'importance à la véracité des matériaux utilisés pour les déguisements. Par exemple, on remplacera l'or par le clinquant, qui est un matériau qui ressemble physiquement à l'or. Les pierres précieuses seront remplacées par du verre coloré, etc. Cela aura pour conséquence d'alléger un peu l'habillement des danseurs de danse classique. La mort de Louis XIII laissera son fils âgé d'environ 5 ans, Louis XIV, régner sous la surveillance de sa mère Anne d'Autriche, jusqu'à ce qu'il atteigne un âge raisonnable pour gouverner. Sous le règne de Louis XIV, le ballet évoluera énormément, car celui-ci adore la danse. Il dansera même dans quelques ballets et arrêtera seulement à l'âge de 42 ans de danser. Par conséquent, son long règne et son amour pour la danse permettront au ballet d'évoluer énormément. D'ailleurs, il utilisera cet art afin de signifier sa puissance politique en Europe. Il sera également surnommé le roi Soleil à la suite d'une de ses prestations en tant que danseur de ballet où il incarnait le rôle du soleil levant, cet astre au centre de l'univers autour duquel toutes les planètes tournent. Cependant, malgré toutes les innovations de cette période, le costume des danseurs demeure encore très encombrant et lourd. Il s'agit encore de longues robes pour les femmes couvrant entièrement leurs jambes, alors que les hommes montrent un peu leurs cuisses. Ce type de costume n'est pas approprié pour danser et nuit à l'évolution de la technique des mouvements. Par exemple, les manches longues de l'habit empêchent les danseurs de lever leurs bras. Ils doivent se contenter de faire bouger leurs avant-bras et leurs mains. Il faudra attendre à la Révolution, vers 1795, pour que le costume des ballerines devienne plus léger. Elles s'habilleront de longues jupes molles à taille haute qui faciliteront les mouvements. Les ballerines commenceront à lever leurs jambes, à sauter, à tourner, etc. Les hommes, pour leur part, tenteront de pousser le niveau de difficulté de leurs mouvements. Ce changement au niveau du costume de danse classique vient peut-être de la ballerine Marie Salé. En effet, en 1734, elle était en rivalité avec une autre danseuse, Anne de Camargo. Salé, voulant se démarquer de sa concurrente, décide de travailler sur ses expressions faciales. Cette ballerine veut démontrer, lorsqu'elle danse sur scène, un être ayant des sentiments, et non un être mécanique. Elle décide de mettre de côté les paniers qui servent à donner un aspect de rondeur aux jupes, des encombrantes perruques, etc. De sorte que Marie Salé performa avec un corset, une jupe en mousseline ajustée comme une statue grecque et aucun accessoire sur la tête. Sur le coup, cela fut mal reçu par la société. Pour eux, elle dansait quasiment nue. Avec le temps, la mentalité des gens changea. Ils remarquèrent la possibilité des mouvements majestueux que pouvait apporter un déguisement plus léger aux danseurs. Cela rendit les spectacles de danse encore plus amusants. En 1832, le fameux tutu des ballerines naît. La célèbre ballerine Marie Taglioni est la première à le porter pour le rôle du personnage principal dans le ballet La Sylphide. Il est ensuite devenu très populaire parmi les autres ballerines, malgré qu'à cette époque, les tutus droits étaient dangereux pour les danseurs. C'est la longueur des tutus, en particulier,
qui posaient problème. En effet, comme les scènes de spectacle à l'époque étaient éclairées par des lampes à chandelle, elles couraient le risque de voir leurs costumes s'enflammer. La danseuse Emma Livry en sait quelque chose. Son tutu a pris feu et elle mourra de ses blessures quelques mois plus tard. La longueur des tutus fut raccourcie durant la Deuxième Guerre mondiale en raison de manque de tissu. Cette situation s'avéra un avantage pour les danseuses. La réduction de la longueur du tutu offrit aux danseuses une plus grande liberté de mouvement. Les deux principaux types de tutus sont le tutu à cerclette d'origine française et le tutu à galette d'origine anglaise. De plus, les tutus permettent de montrer les jambes et les pieds, ce qui est particulièrement beau avec des pointes. En 2020, le style vestimentaire des danseurs a évidemment énormément changé. Vous pouvez oublier les corsets. Pour les femmes, elles ont le choix entre plusieurs types de léotards, soit à manches longues, courtes, bleu brillant, noir, etc. Toutefois, les léotards noirs sont les plus populaires auprès des danseuses. Pour le bas, elles portent des collants roses. Cela constitue le style vestimentaire habituellement pour les pratiques, donc sans spectateurs. Pour les spectacles, le costume n'a pas de limite, allant d'un tutu droit à une jupe courte bien au-dessus du genou. Remarquez que le costume est beaucoup plus léger, ce qui permet aux danseurs de faire des mouvements incroyables. Elles doivent presque toujours s'attacher les cheveux en chignon. Cette coiffure permet de faire dégager la nuque et par conséquent donner de la grandeur à la danseuse. Les hommes ont le choix pour le bas entre des collants ou une paire de pantalons noirs ajustés. Pour le haut, ils peuvent porter un chandail à manches courtes, habituellement blanc ou noir, une camise serrée ou ce qu'on appelle un combi short. Pour un spectacle de ballet, les danseurs porteront souvent des collants avec un veston serré selon le rôle qu'ils incarnent. Avant de terminer, voulez-vous savoir un petit secret sur les danseurs de ballet? Saviez-vous que les danseurs de ballet doivent porter une ceinture de danse afin d'éviter de se blesser les parties intimes? Oui, comme pour les joueurs de hockey avec leur suspensoire. Vous ne le saviez pas, hein? Vous allez vous coucher moins niaiseux ce soir. C'était votre capsule d'hier aujourd'hui. À présent, vous comprenez tout le progrès derrière le processus des habits des danseurs. Poursuivons notre cheminement culturel en découvrant un spectacle de danse dont les effets spéciaux vous feront croire que vous assistez à un film au cinéma. Peut-être que certains parmi vous ont eu la chance, l'hiver dernier, avant que les salles de spectacle ferment leurs portes dues à la crise sanitaire que traverse le monde entier, d'assister à un spectacle de danse classique au Centre national des arts, le Sénat. Peut-être que certains encore plus chanceux ont pu être éblouis par le Magicien d'Oz qui a eu lieu du 23 au 25 janvier 2020. Sinon, ce n'est pas grave car votre animatrice l'a vu. Explorons-le ensemble dans cette capsule, prochaine sortie. Ce spectacle est chorégraphié par Septime Weber, le directeur artistique du Hong Kong Ballet et de la Fondation SCR de Washington, qui a pour mission de soutenir les individus possédant des talents dans les domaines artistiques, scientifiques et autres, en particulier ceux voulant contribuer à l'avancement de la culture au niveau international. Ce chorégraphe est un passionné depuis sa tendre enfance de l'univers du Magicien d'Oz. Effectivement, lorsqu'il avait 12 ans, ses frères, sa sœur et lui-même ont acheté plusieurs marionnettes afin de reproduire les personnages du pays d'Oz. Cette expérience, ainsi que toutes celles qui ont suivi, lui ont facilité la tâche de convertir l'histoire en ballet. Les danseurs sont ceux de la troupe de danse du Royal Winnipeg Ballet du Canada, soit la compagnie de ballet la plus célèbre au pays. C'est la même compagnie qui a présenté cette année le Casse-Noisette au CNA. Fait intéressant, 22 jeunes danseurs de Gatineau, Ottawa ont pu participer au spectacle.
En 2019, ce ballet a été nommé dans plusieurs catégories au Benoît Ladanse Awards, une cérémonie internationale qui souligne les ballets professionnels ayant marqué le public, les jurys et les critiques. Ce ballet du Magicien d'Oz reçut plusieurs nominations dont meilleur chorégraphe, meilleur compositeur et meilleur décor et costume. Le ballet du Magicien d'Oz raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Dorothy vivant sur une ferme au Kansas. Un jour, lors d'une effroyable tempête, sa maison fut soulevée par une tornade emportant son chien Toto et elle-même. Sa maison atterrit dans le pays d'Oz. Quant au lit de Dorothy, il tomba sur la méchante sorcière de l'Est, la tuant sur le coup. Sa sœur, la méchante sorcière de l'Ouest, est furieuse contre Dorothy. Elle réclame vengeance et les chaussures magiques de sa sœur, qui sont maintenant aux pieds de la fillette. De son côté, la fillette et Toto tentent de trouver le Magicien d'Oz dans l'espoir qu'il pourra les aider à rentrer à la maison. Sur leur chemin, ils feront des rencontres intéressantes, soit un épouvantail qui rêve d'avoir un cerveau, un homme de fer qui rêve de posséder un cœur et un lion qui rêve d'être courageux. Tous ces gens sont réunis dans un seul même but, soit de rencontrer le Magicien d'Oz afin qu'il règle leurs problèmes. Réussiront-ils à le retrouver? Dorothy pourra-t-elle rentrer chez elle? Tant de questions sans réponse. Ah! Pour le savoir, il faudra aller voir ce ballet. Personnellement, j'ai adoré ce ballet. Malgré un léger manque de synchronisation de la part de certains danseurs, notamment de ceux qui figuraient dans la première scène à la campagne, on peut facilement oublier cette faute majeure tant on est ébloui par cet excellent divertissement. De plus, les caractéristiques de certains personnages sont bien incarnées dans la chorégraphie, ce qui contribue à alimenter l'univers dans lequel les spectateurs sont submergés. Par exemple, lors des solos de l'homme de fer, celui-ci exerce ses mouvements de manière plus sec, voire robotique. D'autre part, la danseuse Alana McAdie incarne avec perfection Dorothy. Elle danse avec délicatesse et grâce, tout en exprimant une joie de vivre si bien exprimée par Judy Garland. Le chorégraphe fait aussi un clin d'œil au film. Lors de la première scène à la campagne, les danseurs sont vêtus d'habits ternes et sans éclat. Tous les effets visuels qui accompagnent cette scène sont en noir et blanc. Septime Weber voulait respecter la façon dont la version cinématographique avait été faite. Dans la version de Fleming, le film débute en noir et blanc à la ferme où Dorothy vit. Puis, lorsque l'actrice principale, Judy Garland, arrive au pays d'Oz, les couleurs font leur entrée. Les costumes hauts en couleurs et extravagants, ainsi que de grosses fleurs de couleurs variées fixées à l'arrière-plan sont utilisés dans la version ballet pour reprendre l'aspect magique et grandiose d'Oz. Même le chemin de briques jaunes et les portes d'entrée à la cité d'Émeraude figurent parmi les décors. Pour ce qui est de la musique, le public est bien servi. Le compositeur de ce ballet, Matthew Pierce, s'inspire de plusieurs styles de musique du 20e siècle, dont le big band, le new wave, le cool jazz, le glam rock et le disco. Ces différents styles de danse ajoutent au dynamisme du spectacle. Rares sont ceux qui ont osé composer de la musique pour un ballet qui n'est pas de style classique. Notamment, le célèbre ballet Le Lac des Cygnes et son compositeur Tchaïkovski n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ballets constitués que de musique classique. Bien évidemment, contrairement au film, aucune pièce n'est chantée. Judy Garland était une grande chanteuse. Sa prestation d'Over the Rainbow fut un des moments forts du film. Ces différents styles de musique ont permis au chorégraphe d'incorporer plusieurs types de danse autres que le ballet. Par exemple, le corps de ballet, lors de la scène dans la cité d'Émeraude, emprunte des mouvements provenant du disco. On retrouve aussi, à l'occasion, des mouvements provenant du style jazz. Vous les remarquerez par des mouvements plus secs et rythmés dans la chorégraphie. Ces différents styles de musique, ainsi que ces magnifiques portées, apportent de la richesse au spectacle, de sorte qu'il est impossible de s'ennuyer. Liz Mandel, responsable des costumes, s'est surpassée. Les danseurs défilent sur scène vêtus de costumes de toutes les couleurs possibles, ce qui renforce le côté magique du pays d'Oz. J'ai été ravie de constater que les habits des personnages principaux ont respecté ceux du film original datant de 1946. La danseuse qui incarne Dorothy,
est coiffée de 2 tresses, alors qu'habituellement, les ballerines ont tout un chignon. Elle porte aussi des pointes de la même couleur que ceux du film, c'est-à-dire rouge brillant. Il est important de noter que la compagnie a elle-même teint toutes les pointes requises pour cette représentation. Sachant qu'un danseur porte plus d'une pointe par spectacle, vous pouvez vous imaginer un long travail minutieux derrière cette tâche. En plus, étant donné que les souliers de Dorothée devaient briller, il fallut plus de 11 heures pour obtenir cette couleur. Remarquez que, contrairement au 19e siècle, où le tutu était très populaire auprès des ballerines, ce ballet du 20e siècle comporte très peu de tutus. La plupart des danseuses portent des jupes molles qui favorisent le mouvement. Les hommes ont des habits ajustés et serrés afin que les spectateurs puissent voir toute la force que les danseurs utilisent pour exécuter leurs mouvements. Les effets spéciaux sont très impressionnants. Par exemple, la fameuse tornade est bien présente dans ce ballet. À l'aide de 2 projecteurs, le scénographe Michael Rayford réussit à donner l'impression au public d'observer une tornade de haut, ce qui est assez intéressant. Le public a l'impression d'assister à un film au cinéma avec une différence importante. Les acteurs-danseurs sont présents en chair et en os dans la même pièce. Je ne peux absolument pas ignorer le travail de Nicholas Mahone, le concepteur de marionnettes. Et oui, ce ballet est vraiment original. Le chien de Dorothy figure parmi ces 20 marionnettes présentes dans ce ballet. Je trouve que Toto est vraiment bien fait. Malgré le fait qu'on puisse voir Jenna Burns, la marionnettiste, sa présence n'affecte en rien le rôle du chien. Toto agite sa queue comme tout chien lorsqu'il est heureux, il a des interactions avec les autres danseurs, etc. Ce ballet, contrairement aux autres productions de danse classique, fait usage d'humour. Les occasions de rire ne manquent pas. Je me souviens par exemple d'un moment où les danseurs se sont mis à faire le célèbre mouvement du jeu vidéo de Fortnite, c'est-à-dire le floss. C'était assez drôle et inattendu. Un autre moment comique, qui fait référence à l'époque actuelle, se produit lorsque les personnages principaux prennent un égo-portrait. J'ai bien apprécié ces moments qui font référence à notre époque. Selon moi, ils permettent au public contemporain de plus facilement s'identifier aux personnages. Weber avait un défi à surmonter, c'est-à-dire présenter une histoire déjà bien connue grâce au cinéma par la danse. En effet, ce chorégraphe s'est inspiré du film de 1946 de Victor Fleming et du roman original The Wonderful Wizard of Oz écrit en 1900 par L. Frank Baum. Le ballet raconte fidèlement l'histoire originale. Tous les personnages y sont présents et respectent les caractéristiques précises présentées dans la version cinématographique. Par exemple, les souliers rouges brillants de la fillette, particularité unique au film, la présence de son animal de compagnie, etc. Je vous recommande fortement ce ballet. Toute l'équipe qui a travaillé à la réalisation de ce spectacle s'est vraiment dépassée. Chorégraphie, musique, effets visuels, costumes, marionnettes ont tous réussi avec brio. Même les non-initiés pourraient être agréablement surpris. Je lui décerne donc la note de 9,5 étoiles sur 10, car certains danseurs manquaient parfois de synchronisation. C'était votre capsule. Prochaine sortie! À la suite de notre plus récente découverte sur le spectacle du Magicien d'Oz issu d'un livre, pourquoi ne pas entamer la découverte d'un film qui est en principe basé sur un roman? L'écoute de ce film pourrait être une activité intéressante à réaliser dans le confort de votre salon. Éclairage, c'est bon. Caméra, ouais. Son, allô? Ok. Tout le monde, stand by dans 5, 4, 3, 2... Vous allez avoir l'impression qu'on fait un retour en arrière, mais vous souvenez-vous qui est Marius Petitpas? Oui, vous vous rappelez, c'est le chorégraphe du ballet Casse-Noisette. Alors, figurez-vous que ce classique du temps des fêtes auquel on peut assister chaque année dans une salle de spectacle est aussi un divertissement que l'on peut visionner dans le confort de notre salon, ce qui est parfait en ces temps de confinement.
À partir des années 90, plusieurs films vont reprendre cette histoire issue du roman original pour enfants d'E.T.A. Hoffman, soit The Nutcracker and the Mouse King. Par exemple, Le Prince Casse-Noisette du Canadien Paul Shilibi, Barbie dans Casse-Noisette par l'Américain Owen Hurley, The Nutcracker par le Russe Andrei Konchalovsky, etc. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à l'adaptation filmique la plus récente de cette histoire. Explorons ensemble le film Casse-Noisette et les 4 royaumes dans cette capsule sur nos écrans. Casse-Noisette et les 4 royaumes est un film américain fantastique sorti en 2018. Il a été réalisé par Joe Johnston et Lars Hallström. Les admirateurs du réalisateur Hallström ont probablement été surpris d'apprendre qu'il est le cinéaste de ce long métrage, car malgré qu'il ait produit de nombreux films, c'est la première fois qu'il en réalise un qui se passe dans un monde irréel. Habituellement, il se concentre sur des comédies romantiques et des drames. C'est donc une nouvelle expérience pour lui de réaliser un film où les décors prennent une plus grande importance pour faire entrer le public dans un univers issu entièrement de l'imaginaire. En ce qui a trait aux comédiens, on peut remarquer la présence de plusieurs acteurs connus, dont Morgan Freeman dans le rôle de Drosselmeyer, le parrain de Clara, ainsi que l'actrice britannique Keira Knightley dans le personnage de la fée dragée. C'est Mackenzie Foy qui incarne Clara. Elle doit sa popularité à son rôle dans le dernier film de Twilight. Foy interprétait Ronnie Smith Carly Curlin, la fille de Bella et d'Edward. La veille de Noël, M. Stallbaum donne des cadeaux à ses 3 enfants de la part de son épouse décédée quelque temps auparavant. Tous ces enfants sont ravis par leur présent, à l'exception de Clara qui a reçu une boîte en forme d'œuf dont elle est incapable d'ouvrir car elle n'a pas la clé. Cette famille se rend ensuite chez Drosselmeyer, l'oncle de la fillette, afin de prendre part aux festivités. Clara est prête à tout pour trouver cette clé, même à entrer dans un nouveau monde. Je vais être honnête avec vous. Au départ, lorsque j'ai vu la bande-annonce de ce film, j'étais très inquiète qu'il ne ressemble en rien au ballet de Petit Pas. J'ai eu une lueur d'espoir lorsque j'ai remarqué un plan d'une figurine de ballerine dans la maison des Stallbaum. Et oui, Lars Hallström et Joe Johnston ont intégré de la musique typique du ballet composé par Tchaïkovski, comme la Valse des fleurs. On retrouve aussi à l'occasion d'autres chansons tirées de ce ballet. Par exemple, lorsque le personnage principal assiste à un spectacle de danse classique. Toutefois, j'aurais aimé que la musique de Tchaïkovski occupe une plus grande place dans cette version cinématographique. L'équipe de production avait pourtant de bonnes idées pour l'intégrer. Notamment, lorsque Clara arrive au palais principal situé au centre des 4 royaumes, on annonce son entrée aux habitants par des trompettes sur l'air d'une chanson typique de Casse-Noisette. Sans y aller à l'excès, je crois qu'il aurait été avantageux pour cette œuvre cinématographique d'inclure plus de musique de Tchaïkovski. Lars Hallström et Joe Johnston ont repris peu d'éléments provenant du roman original de Hoffman. Ils mettent de côté des éléments majeurs du livre. Notamment dans le roman, Clara se nomme Marie. Ces cinéastes ont plutôt opté pour le nom avec lequel le personnage principal a été rebaptisé pour le ballet. Ils mettent également de côté le moment important où la famille de Clara reçoit un casse-noisette. Oui, il est vrai que dans le film, on y fait une légère allusion lorsque Fritz interpelle sa sœur Clara dans un corridor de la maison de Drosselmeyer pour lui montrer le casse-noisette qu'il a reçu en cadeau. Pourtant, c'est le seul instant où l'on fait allusion à cet événement majeur présent dans le roman. En effet, c'est à partir de ce moment que Clara rencontre le casse-noisette et part à la découverte d'un nouveau monde. Dans la version de Petit Pas, qui est divisée en 2 actes, le premier est entièrement consacré à ce moment du récit. Nous pouvons remarquer une petite similitude entre le film et le ballet, soit que la durée du film est la même que celle de la version ballet, soit d'environ 1h30. Il y a certains éléments présents dans la version cinématographique qui ont été complètement inventés. Par exemple, dans ce long métrage, la famille doit passer son premier Noël sans la mère en raison de son décès. Dans la version de Hoffman et dans celle de Petit Pas, les 2 parents de Clara sont en vie. Tous les membres de cette famille sont réunis pour célébrer Noël. Cet élément dramatique est donc complètement inventé pour l'adaptation filmique. Un autre exemple de fait inventé par ces 2 réalisateurs est la passion du protagoniste pour l'ingénierie et la physique. Dans les versions précédentes, il n'a jamais été question de ce fait. De plus,
Il est aussi étonnant de constater que le personnage de Clara dans la version cinématographique n'aime pas danser. Cela crée un conflit entre la fillette et son père car elle refuse de danser avec lui. La relation qu'a le protagoniste avec la danse est très étrange, sachant que ce personnage est surtout connu par le public pour son amour pour la danse. Nous pouvons donc constater qu'il y a peu de ressemblances entre ces trois œuvres, surtout en ce qui concerne le roman. Je crois que cela s'explique par le fait que Disney désirait produire ce film avec l'intention de rendre accessible un spectacle de ballet au plus de personnes possible, car peu ont la chance d'assister à une représentation dans un théâtre. C'est donc pour cette raison, à mon avis, que l'on peut associer au film un peu plus d'éléments du ballet de Petits Pas que du livre fondateur de ce récit. Casse-Noisette et les Quatre Royaumes s'inscrit bien dans l'esprit de Walt Disney. D'abord, il y a une fin heureuse. Il n'y a aucun langage grossier ou de scène vulgaire. Le rôle de Clara montre une fille indépendante qui aime se battre, ce qui devient de plus en plus la norme dans des films de Disney. Cette compagnie essaie d'arrêter de produire des films qui reprennent le stéréotype voulant que les filles soient des princesses qui devront être sauvées par des garçons. J'ai aimé cette idée qu'on puisse voir l'héroïne combattre et même faire preuve à l'occasion de plus de courage que les hommes lorsqu'elle va, par exemple, affronter Mère Gingembre. Cependant, je crois qu'il aurait été possible de rendre son personnage encore plus fort et indépendant. Clara est quand même considérée comme une princesse et elle est accompagnée d'un garde qui exerce des fonctions similaires à un prince. Il faut avouer que Disney a encore du travail à faire pour se défaire de ces stéréotypes. Plusieurs mordus des films de cette compagnie ont sans doute constaté certaines ressemblances avec un autre film de Disney, soit Alice au Pays des Merveilles, la version de 2010 par Tim Burton. En effet, dans les deux cas, les héroïnes sont les moutons noirs de leur famille. Elles suivent en quelque sorte un tunnel pour se rendre dans un nouveau monde. Une fois arrivées dans cet univers fantastique, elles apprennent qu'il est dangereux et qu'elles seules peuvent le sauver. Clara et Alice sont des personnages féminins qui sont courageuses et indépendantes. Ce film m'a permis de découvrir le talent incroyable de la danseuse américaine Misty Copeland. Elle danse sur la musique du Casse-Noisette de Tchaïkovski. Copeland a marqué l'histoire de la danse, car elle est la première ballerine africaine-américaine à avoir eu un rôle en tant que danseuse étoile avec la très prestigieuse American Ballet Theatre. Bien que ce fût sa première expérience en tant que danseuse au petit écran, cela ne l'a pas empêchée d'être très expressive. Je ne l'avais jamais vue danser, mais elle m'a éblouie par sa grâce. Elle semble si légère lorsqu'elle effectue ses mouvements. C'était si beau! En particulier lors du générique. Tous ses mouvements étaient contrôlés et respectaient avec excellence la musicalité. La neige qui tombait sur elle semblait accentuer son élégance et sa légèreté. Et quelle bonne idée du chorégraphe Liam Scarlett de la jumeler avec un partenaire comme Sergei Poluna. J'avais l'impression d'assister à un ballet dans une salle de spectacle, mais on y voyait beaucoup mieux. Je trouve que c'était une bonne idée d'avoir choisi cette danseuse, car cela permettait d'intégrer une diversité au public. C'est un beau message à transmettre à des enfants qui aspirent comme des éponges tout ce qu'ils voient à leur écran. Cela va peut-être contribuer à changer leur mentalité. Les jeunes, peu importe leur ethnicité, qui aspirent à devenir premiers danseurs, ont maintenant comme modèle Misty Copeland. Ils croiront que le rêve est possible. Puis il y avait plusieurs beaux messages. Notamment que les apparences sont souvent trompeuses, mis en évidence par la dualité entre la fille dragée et Mère Gingembre. Ce qui est un message assez important à transmettre aux enfants qui grandissent dans un monde où tout peut être commenté ou liké. À défaut de vous révéler l'intrigue, je vais devoir m'arrêter là. Pour comprendre ce message, il faudra regarder ce film. J'ai été surprise que les réalisateurs ont quand même pris du temps du film pour montrer le danseur Charles Raleigh, connu sous le nom de Little Buck, danser dans un autre style, soit le joking, et ce dans un film ayant peu de moments de danse classique. Le joking est une danse de rue qui se consacre particulièrement à l'emplacement des pieds. Lil Buck est considéré comme l'ambassadeur de ce style. Je dois avouer que cela était tout à fait intéressant de regarder quelqu'un danser du joking sur une musique de ballet. Au départ, son rôle consistait principalement à faire danser le roi des souris. De façon plus précise, les réalisateurs voulaient capturer ces mouvements afin de faire bouger le roi des souris sur la musique. Cette bonne idée n'a pourtant pas lieu.
Le roi des souris ne danse donc jamais, alors que c'est tout le contraire dans le ballet de Petit Pas. Dans le ballet, le roi des souris est perçu comme quelque chose d'effrayant, puissant et méchant, alors que dans la version cinématographique, c'est tout le contraire. Le roi des souris est un amas de souris qui est dirigé par une petite souris considérée comme le prince de ses rongeurs. Cette représentation du roi des souris est peut-être inspirée de celle présentée dans le roman de Hoffman, soit un personnage possédant 7 têtes de souris rattachées à un corps. Néanmoins, je n'ai pas apprécié cette modification. Je trouve que l'amas de souris enlève un peu de sérieux à la menace qu'éprouve Clara lorsqu'elle le rencontre. Selon moi, le roi des souris ne devrait être qu'une seule souris géante et non une multitude de souris empaquetées les unes sur les autres. Personnellement, je crois que les souris en général auraient pu adopter un air plus menaçant et méchant. En ce qui a trait au décor et aux effets visuels, je trouve qu'ils ont été bien réussis. Il est facile pour le public d'entrer dans ce monde fantastique. Par exemple, lorsque Clara entre dans le Nouveau Monde, la première chose qui l'émerveille est la présence d'un immense sapin illuminé. Voilà une belle image symbolique que l'on peut associer à la magie du temps des fêtes. J'ai aussi été impressionnée par la splendeur du château. Mark Wager, le responsable des effets visuels, a fait un travail minutieux qui est apprécié. L'architecture de ce palais est très soignée. En s'attardant un peu plus aux détails, on peut observer plusieurs types d'arcs, dont l'arc brisé. De plus, l'eau qui s'écoule du château contribue à la beauté et à la magie de l'univers présenté aux téléspectateurs. Les réalisateurs Lance Hallstrom et Joe Johnston n'ont pas réussi à nous présenter l'histoire bien connue du Casse-Noisette, même s'ils ont intégré certains éléments du livre original de Hoffman et du ballet de Petit Pas. Notons toutefois que ce n'était peut-être pas leur intention. Le film n'est pas mauvais. Je crois que l'insertion de musique de Tchaïkovski, le fait que ce soit un film issu de Disney, les attentions particulières aux détails pour les décors et la présence de Misty Copeland sont tous des facteurs qui contribuent au succès du long métrage. Néanmoins, j'aimerais pouvoir le recommander à tous les enfants, mais certaines scènes peuvent être considérées terrifiantes par ceux-ci. Par exemple, le monde de Mère Gingembre est constitué de ce qui semblerait être des restants d'un carnaval situé dans une forêt à l'apparence hantée. Cela peut être terrifiant pour de très jeunes enfants. Pour cette raison, je le recommande aux enfants de 10 ans et plus environ. Je lui décerne la note de 7 étoiles sur 10, car pour ma part, j'aurais aimé y voir un peu plus d'éléments de repère avec les œuvres précédentes. C'était votre capsule sur nos écrans. C'est ce qui conclut cette émission spéciale sur le monde fascinant de la danse classique. On retient que Marius Petitpas est le chorégraphe de nombreux ballets marquants comme le Casse-Noisette et la Belle au bois dormant, que le costume des danseurs de ballet est beaucoup plus léger qu'auparavant, ce qui leur permet d'avoir une certaine souplesse, que le spectacle du Machindos chorégraphié par Weber est à voir, un jour bien sûr, et que le film Casse-Noisette et les Quatre Royaumes comporte peu de ressemblances avec le ballet. J'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou par courriel. On se retrouve vendredi prochain à 7h pour une émission sur le futur du domaine des arts après COVID, avec entre autres la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy. Merci d'avoir été présent et bonne fin de semaine!